am I going to do? I can't go out there this way. How can I go out there this way? Look at me. La symbolique de cette scène est folle. On voit le personnage de Betty qui a peur d'aller voir les autres sans maquillage, sans masque, en étant elle-même une femme pleine de nuances, pleine de couleurs, pleine d'émotions. Et donc là, on voit aussi David, donc incarné par Tobey Maguire, qui lui propose, encore une fois de manière très symbolique, de l'aider à se dissimuler d'elle-même aux autres, en la maquillant pour qu'elle soit à nouveau tout en noir et blanc, sans nuance. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'on cherche à être nous-mêmes ou est-ce qu'on cherche à être parfait? Et qu'est-ce que ça veut dire la quête de la perfection? What? Does it look okay? Donc là, on voit que en effet, c'est parfait. D'ailleurs, c'est drôle, ils disent que j'ai l'air normal. Elle est parfaitement déguisée, parfaitement dissimulée derrière son maquillage. Et ce qu'elle ressent à l'intérieur, c'est plus du tout visible. Et donc, on vient de voir comme une scène d'une très grande violence, puisqu'en fait, il a aidé à être complètement un personnage, complètement masqué, et à se dissimuler complètement aux autres. Coming, sweetie. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va évoquer, c'est la quête de la perfection. Est-ce que ça vous arrive vous-même d'avoir le sentiment de vous déguiser, d'avoir le sentiment de vous dissimuler derrière un uniforme, un costume? Est-ce que parfois vous avez aussi le sentiment de plutôt rechercher à coller à une perfection déterminée par les autres, que ce soit un groupe social, que ce soit votre famille, que ce soit la vie professionnelle? Cette tentative de donner un masque parfait aux autres plutôt qu'un masque réel, il peut s'incarner évidemment dans la vie personnelle, dans les groupes d'amis ou dans le groupe familial quand il y a une grosse pression au sein de la famille à être parfait, à tout faire parfaitement, etc. Mais aussi évidemment dans la vie professionnelle où parfois il est plus facile de donner un masque qui a une apparence de perfection ou une apparence de quasi-perfection plutôt que de donner un masque réel avec des échanges réels mais qui sont plus nuancés avec des défauts qui peuvent être très présents. Donc si vous êtes dans cette quête de perfection, vous êtes au bon endroit et donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à actionner la cloche si vous avez très envie de voir la suite de cette vidéo. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui et donc je me présente, je m'appelle Mickaël Marino, j'ai 38 ans, j'ai vu plus de 10 000 films, je suis allé au cinéma tous les jours pendant plus de 10 ans et je suis ciné-coach, c'est-à-dire que j'utilise le cinéma pour coacher des dirigeants essentiellement et puis aussi des équipes. Donc qu'est-ce que c'est que le ciné-coaching? Et donc concrètement, comment vous allez pouvoir utiliser le cinéma et les films qu'on va regarder ensemble pour grandir? C'est en regardant les films d'une façon assez particulière, c'est-à-dire doublement. D'abord en étant très concentré, très investi dans le visionnage et dans l'identification au personnage, donc pour vivre un maximum les émotions que vit le personnage. Puis dans un deuxième temps, vous ne le voyez pas mais je suis assis sur un fauteuil, et là je sens sous mes mains le fauteuil et donc le velours sous mes doigts, et donc je sais que quand je suis en train de regarder un film, je suis à la fois en train de vivre des émotions, mais en même temps que c'est pas les miennes, que c'est un film, et donc c'est justement ça qui est intéressant, c'est que ça me permet d'être conscient que je suis en train de regarder un film tout en vivant les émotions. Et donc c'est ça qu'on a envie de développer, c'est ça l'objectif du ciné-coaching, c'est qu'ensuite quand vous repartez dans la vie, vous soyez capable de, pour votre propre vie, pour ce que vous vivez, être 100% investi émotionnellement, tout en ayant le recul, la conscience, un peu comme en méditation, de ce que vous êtes en train de vivre, de ce qui se joue, du rapport avec les autres, et le fait que, quoi que vous fassiez, vous le faites dans votre rapport avec le monde qui vous dépasse, évidemment, et qui me dépasse aussi.
Aujourd'hui, comme je vous le disais, l'objectif, ça va être, et c'est mon choix volontaire pour cette première vidéo, la quête de la perfection. C'est difficile de faire une vidéo YouTube, c'est difficile de se lancer dans un domaine qui n'existe pas et qu'on est en train de créer. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème de la quête de la perfection, qui sera aussi du coup un enjeu pour moi aujourd'hui, puisque j'aime bien faire les choses très très bien. Donc, je suis complètement avec vous sur ce sujet. Pourquoi j'ai choisi Pleasantville? Parce que Pleasantville, c'est un film qui est trop méconnu à mon avis. Donc, il y a 2 personnages principaux. Vous avez Reese Witherspoon qui incarne Jennifer, et Tobey Maguire qui incarne David, donc ils sont frères et sœurs, et vous allez le voir, ils sont tous les deux dans une forme d'évasion différente de la vie. Ils ont une famille qui est assez dysfonctionnelle, et donc pour continuer d'exister, pour continuer de survivre sans déprimer, sans avoir de phénomène de compensation négatif, nocif, elle compense avec une forme d'évasion qui est la légèreté, et lui il compense avec une forme d'évasion qui est se réfugier dans sa série préférée, qui est justement Pleasantville, où tout est parfait. Voilà. Puisque vous allez le voir dans une scène où on va les présenter, ils ont une vie ils ont une famille assez chaotique, et donc chacun a trouvé sa façon d'exister en se réfugiant dans un ailleurs. Honey, I'm home. Hello, darling. How was your day? Oh, swell. You know, Mr. Connell says if things keep going the way they are, I might be seeing that promotion sooner than I thought. Oh, darling, that's wonderful. I always knew you could do it. Donc là, on vient de voir une première scène qui est très importante, puisqu'en fait, Tobey Maguire est en train de regarder Pleasantville, où donc le mari rentre chez lui, sa femme l'attend, tout est prêt. Donc déjà, il y a un premier point, en fait, elle l'attend, elle a que ça à faire que de l'attendre. Elle n'a pas sa vie personnelle, elle n'a pas ses enjeux personnels, donc tout est autour de lui. Et puis, donc là, c'est évidemment la vision parfaite des années 50. Eux, ils vivent dans les années 90. Et tout est prêt, le dîner est prêt. Donc là, le fils vient de gagner un prix. Ils ont une entente famille, ils ont des sourires de famille parfaite, complètement fausse. Donc déjà, il y a un premier point de est-ce qu'on veut un bonheur qui est lisse, une vie qui est parfaite, mais lisse, qui n'est pas la réalité. Et en parallèle, on voit que sa réalité à lui, elle est que sa mère n'a pas envie de passer le week-end avec eux, qu'elle essaie de les refiler à leur père. Et donc, il se réfugie dans une perfection lisse qui n'existe pas réellement, mais qui le rassure et qui lui permet de continuer de vivre. Fine, fine, fine. See them another time. What's a mother to do? What's a mother to do? Et ensuite, on va voir comment donc sa sœur, elle, réagit à cette situation familiale. God, don't do anything. Oh my Just God. don't do anything. What? Hey. 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 Saw you at the mall yesterday. Yeah, I saw you too. So you gonna watch the concert on MTV tonight? Yeah. You? Mom's gonna be out of Yeah. town. Cool. Come on. Donc là, on voit en fait que Reese Witherspoon, elle est en train d'interagir avec le beau gosse du lycée. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est une posture. Et donc en fait, le beau gosse du lycée, ça n'existe pas vraiment. C'est une image. Et donc tout le film va porter là-dessus. Est-ce qu'on cherche à être dans la quête de ressembler à une image? Or, c'est impossible de ressembler à une image. Ou est-ce qu'on accepte d'être une image plus complexe, faite de différentes facettes, avec des facettes notamment qui sont sombres et qui ne sont pas parfaites? Donc on voit que Reese Witherspoon utilise la légèreté pour fuir sa réalité. Gee whiz, Mary Sue. Why can't I borrow your transistor radio? Ask Betty Jane. She could use it over the Do weekend. you mind? This is only the most important moment of my whole life. Forget it, Jen. I've waited a year for this. God, David, just give it to me. Forget it! No way, bud. Get it, Mary Sue. It's fine. It's back. Alors là, on vient de voir donc une scène hyper importante, l'élément déclencheur du film, et on pense évidemment donc au livre de Campbell, le héros aux mille visages, puisqu'en fait, là, ils sont aspirés dans la télé et donc dans la série Pleasantville, où tout est parfait,
donc l'illusion qu'a choisi David pour vivre, ou en tout cas pour passer la plupart de son temps. Ce qui est intéressant, c'est que là, ils vont vivre du coup un chemin initiatique, le chemin du héros qui va les transformer ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite de l'épisode. Ce qui est important de retenir, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils partent pas du même chemin. Lui, donc encore une fois, il a choisi de se réfugier dans le récit et donc de passer son temps dans une série parfaite. Il se connaît très bien, il a très bien observé ce qui se passe autour de lui. Il tend une oreille quand sa mère est au téléphone avec son père, et donc il est très très conscient des dynamiques qui se jouent dans sa famille, et donc il choisit de les éviter en se réfugiant dans l'illusion du récit. Et puis elle, à l'inverse, donc Jennifer, elle est beaucoup moins consciente, elle se connaît beaucoup moins bien, et parce qu'elle est beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus vivante, elle prend beaucoup moins de temps pour l'introspection. Déjà, ça c'est un premier point intéressant. Pour être parfaitement vivant, il faut à la fois prendre du temps pour apprendre à se connaître et prendre du temps pour faire des choses, pour vivre, pour tester ce qu'on est aussi dans la réalité. Et c'est le pont entre les deux et le va-et-vient entre les deux qui permet d'être assez ancré et d'être bien dans nos vies. Voilà, on va regarder donc un autre extrait sur comment ils vont découvrir Pleasantville et comment ils vont s'intégrer ou pas dans cette ville, comment ils vont commencer à cheminer chacun d'eux par rapport à leurs besoins en étant confrontés à la quête de perfection. Donc là, ça y est, on voit donc les deux personnages principaux qui commencent à être confrontés à la perfection. Elle, ça manque vraiment de vie, cette vie en noir et blanc pour elle, donc elle est désespérée. Lui, pour l'instant, il n'a pas encore réussi à être critique, et donc on vient de voir une scène où les pompiers interviennent en courant et avec fanfare pour déloger un chat d'un arbre. Et là, la première chose qui me vient en tête, c'est la phrase de Louis XIV, je crois Louis XIV, à vaincre sans péril, on finit par triompher sans gloire. Et donc c'est la première chose qu'on peut retenir. S'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de réelle difficulté, finalement, on ne peut pas prendre tout le sens de l'héroïsme des pompiers. Donc des pompiers qui sauvent des chats, c'est un héroïsme vide, c'est un héroïsme plat. Et donc c'est la première chose qu'on peut retenir de cette vie à Pleasantville, extrêmement lisse. Avec vraiment peu de nuances et peu de sentiments et d'émotions réelles. Hello, Mary Sue. What's all the commotion? Where's the cat? It's, Oh, right. I'll see you at school, Mary Sue. Et là, il y a un élément qui n'est pas anodin, puisque Jennifer, donc, qui s'appelle Mary Sue à Pleasantville, elle rencontre donc le belâtre, le beau gosse de Pleasantville, et donc ça y est, elle commence à trouver un sens, elle voit qu'elle va pouvoir avoir une vie de légèreté, et donc elle commence à se détendre et à se dire que finalement il y a une place pour elle dans cette société. Et donc là, on va avoir un autre moment. Last week, class, we discussed the geography of Main Street. This week, we're going to be talking about Elm Street. Now, can anyone tell me the difference between Elm Street and Main Street? Tommy. It's not as long? That's right, Tommy. It's not as long. Also, it only has houses. So, the geography of Main Street is different than the geography of Elm Street. Mary Sue. Yeah, what's outside of Pleasantville? I don't understand. Outside of Pleasantville? Alors là, encore une fois, on a un extrait qui est très percutant au-delà de l'absurde. La géographie, le cours de géographie au lycée porte uniquement sur le centre-ville de Pleasantville, sur 2 rues. Donc évidemment, c'est pas difficile de maîtriser... je vais juste mettre pause. C'est pas difficile de maîtriser la géographie de la ville, puisqu'en fait, il n'y a que 2 rues. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, la perfection, c'est un espace étriqué. Quand
Si vous êtes tout le temps parfait, c'est que vous n'avez pas exploré grand-chose de la vie, parce que c'est impossible d'être parfait à tout moment, et quoi qu'on fasse. Là, cette vidéo ne sera pas parfaite, et c'est pas grave, mais je préfère la faire plutôt que de passer 3 ans à faire une vidéo parfaite avant de la poster, et que personne n'en profite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire le parallèle avec donc, un outil de programmation neurolinguistique, de PNL, qu'on appelle la carte. Et en fait, la carte, en coaching, et particulièrement quand on utilise la PNL, c'est l'espace dans lequel se déplace votre coaché. Et donc, tout l'enjeu pour le coach, c'est d'être à côté de lui, tout à côté, et de comprendre comment lui, il évolue dans sa carte, et de l'aider à mieux voir sa carte, de mieux d'interroger sa perception de sa carte pour que lui-même, dans l'espace dans lequel il vit, il arrive à mieux comprendre son action, mieux comprendre qui il est et du coup mieux agir. Mais, et donc c'est là où l'extrait est intéressant, ça permet aussi un bon coaching d'élargir la carte du coaché. Donc si on revient au sujet de la quête de la perfection, c'est une carte qui est trop limitée, qui est trop étriquée. Et donc si jamais, ça fait un moment que je n'en ai pas eu, mais... Et donc, lorsque j'ai un client qui vient me voir, notamment pour un coaching de prise de poste, pour un coaching d'un manager qui veut passer directeur, et qui est freiné par une quête de perfection qui en fait a plusieurs conséquences, mais en général, fatigue psychique et physique, parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps à faire parfaitement, ou en tout cas à essayer de faire parfaitement, et donc on s'use psychologiquement et physiquement. Mais il y a aussi le fait de ne pas faire, c'est-à-dire que souvent, quand on est dans une quête de perfection, et cette vidéo m'a pris quand même un certain temps à faire, c'est pas la première que je fais. J'ai fait beaucoup de tests avant, moi-même je suis assez perfectionniste. Souvent le risque c'est de pas faire parce que c'est pas parfait. Or, un gâteau qui est mauvais peut être mangé, un gâteau qui est pas fini parce que il allait pas être parfait, il peut pas être mangé. Donc vaut mieux manger un mauvais gâteau et en faire un autre après qui sera meilleur plutôt que de pas faire de gâteau au final et de pas manger. Tout ça, ça permet aussi d'introduire une autre notion qui est la différence entre la quête de perfection qui est recherchée à être parfait. Or, personne n'est parfait. Ça, c'est une illusion, comme les personnages le vivent, on va y revenir. Et puis, la quête de l'excellence, qui est essayer de faire quelque chose le mieux possible et de cheminer vers un idéal de perfection. Et en fait, tout le sujet, je n'avais pas encore utilisé le mot, mais il est important, la quête de la perfection, c'est la quête de l'idéal. C'est la quête de quelque chose qui vient réparer notre vécu, nos souffrances et parfois les attentes extérieures de nos proches, de la société, avec quelque chose qui serait idéal et qui viendrait éteindre toutes ces souffrances. Sauf que l'idéal, c'est une image, et donc volontairement, le film le met très bien en exergue, c'est une image qu'on ne pourra jamais atteindre. Personne ne peut devenir une image. Voilà. Allez, on regarde le reste de l'extrait et après j'ai un autre extrait qui se passe avec David. Like, what's at the end of Main Street? Mary Sue, you should know the answer to that. The end of Main Street is just the beginning again. Là, ce qui est intéressant sur l'extrait, c'est que Marie-Sue, elle vient choquer les élèves et la prof en interrogeant ce qui se passe en dehors de Pleasantville. On la regarde bizarrement parce qu'en fait, elle vient remettre en cause tout le système de fonctionnement du groupe, de la société, en tout cas de l'entité dans laquelle cette perfection est attendue. Man, let's go. That's it, man. Keep it up. Big game tomorrow. Alors là, dans cet extrait, on voit autre chose. Quand les choses sont parfaites, elles ne permettent pas l'expérience, elles ne permettent pas la difficulté de l'accomplissement. Or, le plaisir de l'accomplissement, c'est d'essayer, c'est de rater, c'est de grandir. C'est aussi le plaisir de l'apprentissage. Or là, on le voit dans la scène absurde, et c'est ce que commence à comprendre justement David, c'est que lui qui a recherché à avoir une vie parfaite,
la première fois qu'il met un panier parfaitement et qu'il voit tous les autres mettre un panier parfaitement sans effort, il commence à comprendre que ce dont lui il a besoin comme expérience, c'est de rater, d'essayer, parce que c'est dans l'expérience aussi qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend finalement à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et ce qu'on a envie de faire, ce qui est bon pour nous. Et donc aussi, quand bien même vous sauriez ce que vous avez envie de faire, l'expérience, elle permet justement dans la quête d'excellence de nous-mêmes grandir et d'être fiers de nos accomplissements. Si c'est parfait tout de suite, ce qui n'existe pas, mais dans l'illusion là qui est montrée, finalement il n'y a pas de plaisir. What's wrong? Well, I always wipe down the counter, and then you set out the napkins and glasses, and then I make the French fries, and... Yeah. But you didn't come, so I just kept on wiping. Alors là, on vient de voir une autre scène complètement absurde, parce que Bill, en fait, a continué de nettoyer le comptoir jusqu'à ce que David arrive. Or, comme David était en retard, il a nettoyé le comptoir jusqu'à ce que celui-ci s'use. Et donc, c'est un autre pendant de la perfection. C'est qu'en fait, la perfection, ou en tout cas la quête de perfection, ça amène aussi à une forme de rigidité. Il y a en fait le bon comportement, c'est le comportement qui est adapté à chaque situation et qui nous permet de profiter de chaque instant. Et voilà, il n'a pas été capable de s'adapter, Bill, et c'est ce qui se passe quand on est dans une quête très forte de perfection, c'est qu'en fait, l'image idéale qu'on s'est formée de ce qu'on devait réaliser ou de ce que les autres attendent de nous ou de ce que la société en général attend de nous est tellement forte qu'on la plaque sur la réalité. En fait, comme elle ne fonctionne pas avec la réalité, et ben, du coup, on n'arrive pas à profiter de l'instant, on n'arrive pas à vivre l'instant, ou alors on est en complet décalage, et cette rigidité, elle nous éloigne d'être présent dans l'instant et des autres. Voilà. Donc justement, on va arriver à ce point, deuxième partie de la vidéo. On va voir un petit peu comment la société donc, de Pleasantville évolue avec David et Jennifer qui ont commencé à la provoquer, qui ont commencé à causer des changements. Et donc notamment, on va voir, je vous spoil, l'apparition des premiers moments d'apparition de la couleur et comment donc, les gens vont réagir à l'apparition de cette couleur dans la société sans nuance, parfaite en noir et blanc qu'ils connaissaient jusqu'à maintenant. Allez, on regarde l'extrême. Cool. What are you doing to these people? You can't do this to them. If I don't do it, who will? No, but they're happy like this. No. David, nobody is happy in a poodle skirt and a sweater set. You really like this, don't you? No, it's not like you think it's funny or dorky or anything. You, really like it. No, you have it all wrong. God, I am personally mortified to be your sister right No, now. you have no right to do this to them. David, listen to me for just a minute. These people don't want to be geeks. They want to be attractive. They have a lot of potential. They just don't know any better. Well, they don't have that kind of potential. Oh, yeah? Look at that. Wow, what happened to your gum? I gotta go. I'm gonna meet Skip at the flagpole. Well, Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't need my baby. Bebop-Lula, she's my baby. Ça, c'est intéressant. Jennifer, elle veut voir de la couleur, alors que lui, il est encore en résistance par rapport à la couleur, parce que pour lui, Pleasantville, ça représente une vie parfaite, sans nuance, où tout est lisse, mais parfait. Et donc là, comme il voit que la couleur commence à apparaître dans la ville, il va devoir accepter de regarder quelque chose qu'il n'a pas encore voulu voir jusqu'à présent, c'est que la vie peut être en couleur. Et elle, à l'inverse, elle va apprendre autre chose, on va le voir dans les scènes suivantes. Mary Sue, What are you doing? it's 6:30. So? We were gonna... You know. Oh, I can't. Why not? I'm busy. With what? I'm studying. Alors là, on a une scène clé. Mary-Sue, Reese Witherspoon est chez elle en train de lire. Et son petit ami, là, Skip, vient la voir pour qu'ils sortent. Il est extrêmement surpris qu'elle n'ait pas envie de sortir. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que justement, elle a eu toute une vie légère où elle est sortie, où elle était vivante.
mais elle a eu du mal à regarder à l'intérieur d'elle-même. Et là, elle est en train d'étudier, elle est en train de lire, elle est en train de regarder en elle-même. Dans une scène précédente, elle a été surprise de pas déjà être colorée parce que elle est amoureuse, elle embrasse les garçons, etc. Et que c'est comme ça que les autres filles de Pleasantville sont passées en couleur. Or, là, en s'ouvrant à sa vie intérieure, en lisant, c'est comme ça qu'elle va pouvoir se développer. On va le voir dans la scène suivante où elle va se réveiller en s'étant endormie sur le livre. Et là, on va voir la vie en couleur de Marie-Sue après qu'elle ait été chercher ce qu'elle avait besoin de compenser et que son frère avait déjà. Cette scène est vraiment très belle parce que c'est comme une renaissance. Elle voit à nouveau tout en couleur, elle-même elle est en couleur, et c'est souvent ce qui se passe quand donc, les clients ont des insights, qu'ils élargissent un peu leur réalité, comme on le disait tout à l'heure pour la carte, quand ils remettent de la couleur dans une carte qui parfois est à certains endroits en noir et blanc. Et donc là, c'est ça qu'elle vient de vivre Reese Witherspoon. Et donc c'est assez merveilleux de la voir renaître et découvrir toute une partie d'elle-même. Roy Campbell's got a blue front door. It's always been blue. People, please. Please. I think we all know what's been going on here. Up until now, everything around here has always been, well, pleasant. Recently, certain things have become unpleasant. Now, it seems to me that the first thing we have to do is to separate out the things that are pleasant from the things that are unpleasant. Alors là, on voit une première scène où donc des personnes en noir et blanc refusent d'accepter les personnes qui sont en couleur, donc, et c'est normal, puisque, comme on le disait tout à l'heure, en fait, c'est un système de valeurs. Croire que la vie est en noir et blanc, ça nous rassure d'une manière ou d'une autre. Ça rassurait au tout début du film David, et donc, quand on voit quelqu'un qui est en couleur, et qui est heureux en couleur, et qui a le sentiment que ça donne du sens à sa vie d'être en couleur, bah ça nous interroge, on se dit, est-ce que nous, on n'est pas en train de passer à côté de notre vie ? Est-ce que nous, les valeurs et le mode de vie qu'on a choisi pour notre vie, il n'est pas complètement erroné ? Est-ce qu'on n'est pas complètement en train de passer à côté ? Et donc ça, c'est intéressant, on voit bien que derrière tous les racismes, toutes les formes de rejet de l'autre, il y a toujours l'incapacité à accepter que la façon dont vit l'autre, les valeurs que choisit l'autre pour lui, peuvent être une façon de vivre, et que si c'est le cas, ça remet en cause complètement notre façon de vivre, d'où la violence parfois des oppositions. Where are you going in such a hurry? No, that's not real friendly. Hey, let's see if she looks like a picture. She's real pretty. Yeah, you want to be friendly, don't you? Yeah, come on. Why don't you show us what's under that nice blue dress? Yeah, come on. Hey, where are you going? There's nowhere to go over there. You know, that is a lovely shade of blue. Don't you think that's a lovely shade of blue? Alors là, on a vu une autre scène très importante. Tobey Maguire, donc David, est dans une quête de perfection depuis le début du film, une perfection lisse, sans émotion, et donc il est en noir et blanc jusqu'à très tard dans le film, jusqu'à peu près 1h30. Et en fait, sa mère va être poursuivie donc, par les mêmes garçons qui ont insulté sa copine, et ils vont vraiment la menacer, elle va se sentir acculée, il va intervenir, il va frapper un des garçons, donc il va faire preuve de courage, parce qu'il faut faire preuve de courage pour être dans la réalité, pas pour se réfugier dans une série parfaite qui se passe dans les années 50. Et puis aussi, il est déjà dans une forme d'acceptation finalement de la fin de l'idéal ou de la mort de l'idéal, puisque si sa mère est en couleur, c'est parce qu'elle est amoureuse de Bill, parce qu'elle a eu une relation adultère avec Bill, et donc que sa mère n'est pas parfaite, elle n'est pas parfaitement amoureuse de son père, elle l'attend pas tous les soirs à la maison avec le dîner de près, et donc à la fois en étant courageux, en acceptant qu'on peut être heureux et être vivant sans que les choses soient parfaites, c'est-à-dire figées et parfois dans des valeurs très anciennes, il passe lui aussi en couleur. Voilà.
Alors, avant d'évoquer cette dernière scène, je vous invite vraiment à regarder le film parce que j'ai pris que quelques morceaux choisis, mais il y a vraiment d'autres scènes qui sont très très fortes, très métaphoriques et qui vont vous aider, que ce soit dans la quête de perfection ou à accepter à être beaucoup plus vous-même en regardant le film. Et donc là, ça y est, on y va. On regarde la dernière scène, ou en tout cas la scène qui vient clôturer les deux chemins d'individuation des deux personnages principaux. Je vous spoil, lui il va choisir de retourner dans la vraie vie alors que c'est lui qui voulait vivre dans Pleasantville. Yeah, I gotta do this for a little while. Besides, you think I even have a chance of getting into college back there? Honestly? Et donc à l'inverse, Marisou, Jennifer, elle décide de rester. Et donc pourquoi elle décide de rester à votre avis ? Parce qu'en fait, elle a profité de la vie. Elle s'est autorisée de vivre, de faire des rencontres, des sorties. Mais elle a pris conscience qu'elle ne se connaissait pas. Et donc là, dans sa vie à Pleasantville, en tout cas c'est mon interprétation, et c'est souvent ce qui se passe dans l'aller-retour entre vivre et faire de l'introspection, vivre et lire, aller voir des expos, faire une thérapie, tous les outils qui nous permettent de mieux nous connaître, comme regarder cette vidéo, je l'espère. Il faut faire les deux pour être réellement vivant et réellement être capable d'être présent à chaque instant de la vie, même de la journée. Et donc ils sont venus avec un chemin différent, lui il repart dans la vraie vie et elle décide de continuer d'apprendre à se connaître puisqu'en fait elle y a pris goût et que elle est heureuse dans cette vie. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'ai adoré la faire, j'ai déjà la prochaine qui est prévue, je vous spoil pas, en revanche ça sera surprise. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire tout ce qui était cool dans cette vidéo parce que ça me donnera de la force, et aussi tout ce qui était pas ouf. Comme ça je pourrais améliorer dans la prochaine vidéo qui va sortir aussi assez vite, donc dites-moi vite. Voilà. Et puis surtout n'hésitez pas à mettre des petits likes, une cloche si ça vous a plu, et puis si vous avez n'importe quelle question, que ce soit donc sur le film, sur l'interprétation de ciné-coaching du film, parce que je n'ai pas commenté la partie création du film, mais vraiment sur comment on peut regarder le film et comment on peut apprendre à se connaître pour ensuite mettre dans sa propre vie ce qu'on a appris dans le film en place. Voilà, sur tous ces sujets-là, n'hésitez pas à me dire, posez-moi des questions, et s'il y a un truc qui n'était pas clair pour vous, bah pareil, n'hésitez pas. Voilà, je me suis trop marré, j'espère en faire très très vite beaucoup. J'espère que ça vous a plu aussi, que vous aussi vous êtes beaucoup amusés. Voilà, à très vite.